I'm back, motherfucker! I'm back! Hello tout le monde! Hello everybody! Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo pas comme les autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Elena, tu nous as déjà raconté des histoires. Il est 7h02, on est au sommet de la montagne. Sac de couchage, kawaii, gourdasse. Ah non, merde, j'ai oublié ma gourdasse. Oui, mais dans ce concept, je ne vais pas vous raconter mes histoires, mais celles d'hommes et de femmes au destin exceptionnel, aux vies exceptionnelles. Ce genre de personnes qui ont 2 bras, 2 jambes, un cerveau, comme toi, mais qui arrivent à en faire toute autre chose. C'est-à-dire... Quel désastre. Et alors, moi, ce genre de personnes, je les traque depuis des années. Oui, vous êtes qui? Vous sautez dans l'avion sans parachute? Vous vous battez seul contre le pouvoir en place? Vous mangez des papillons au petit déjeuner? Moi, je suis là. Et je prends des notes. Alors, quand il a fallu choisir de qui j'allais parler aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui me sont venus en tête. Et puis, il y en a un qui a pris le lead. Voilà. Je me souviens très bien de la réaction que j'ai eue la première fois que je l'ai écouté dans un podcast. Mes premiers « What the hell ?» Mes premiers « Non !» Parce que la vraie force de ce genre de personnalité, c'est qu'au-delà de se dépasser ou d'accomplir des choses hors du commun, elles ont ce pouvoir de déclencher des déclics en toi aussi. Elles redéfinissent les limites de leur mental, de leur corps, de leur courage. Elles embarquent ces limites tellement loin que toi, au lieu de les trouver inatteignables, tu te mets à vouloir repousser les tiennes. Jouez le jeu, je vous en supplie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du mec avec l'un des mentals les plus incroyables du monde, David Goggins. Notre récit commence en 1975, année de naissance de David. David vit à Buffalo avec ses parents et son frère. Dans un quartier, ma foi coquet, David et sa famille vivent dans une rue qui porte le nom de Paradise Road. Le nom ne pouvait pas être plus mal choisi, car croyez-moi que ce qui se passe quotidiennement derrière les murs de cette maison de banlieue, ce n'est pas le paradis. C'est un réel enfer. Le père de David Goggins est un tyran alcoolique qui bat sa femme et ses enfants. Le petit David, qui n'a que 6 ans à l'époque, ne peut même pas porter de short à l'école, parce que sinon on verrait ses hématomes, et il sait bien que si son père se fait convoquer, il se fera battre encore plus. David est un enfant qui s'endort également beaucoup en cours, parce qu'on top of everything else, son père le fait bosser lui et son frère tous les jours, de 17h à minuit dans sa patinoire. Vous savez, les patinoires très à la mode dans les années 80, où les gens dansaient tout en faisant des tours de piste. Ringard Wimmy, on est d'accord. À 6 ans donc. Oui, pendant que toi tu t'amusais à la plaine de jeu, et que durant ta vie, t'avais quand même déjà ingurgité 200 grammes de plasticine. Écoutez, à l'époque, elles avaient une senteur fraise. C'était tentant. Eh bien, David, lui, à 6 ans, son job, c'était d'organiser les patins et de mettre ce fameux spray désinfectant à l'intérieur. Spray tellement puissant qu'il avait en permanence les yeux injectés de sang et il ne pouvait sentir plus que cette odeur pendant des heures. Quand David avait fini son shift, c'est à l'entour de minuit, oui, cette histoire n'a aucun sens. Leur mère les couchait, lui et son frère, dans le bureau de leur père. Sauf qu'ils avaient des difficultés à s'endormir parce que le bureau était juste en dessous du bar, où les gens dansaient et tapaient sur le parquet. Ok, donc première conclusion, Daddy's a piece of shit. On peut en savoir un peu plus sur la mère? La mère de David était complètement sous l'emprise de son père. Elle ne possédait même pas une carte de crédit à son nom, ce qui rendait son éventuelle fuite un peu compliqué. Après des années de maltraitance, un jour, lorsque David a 8 ans, elle parvient, avec l'aide de sa voisine, à partir avec ses fils chez ses parents qui habitent dans une petite ville, Brazil, petite ville de 8000 habitants, dans l'Indiana. Là, David reprend son année scolaire, mais il a vraiment de gros retards. Il a 8 ans et pourtant il peine encore à lire. La première année de son arrivée, Sir Catherine, qui est sa professeure, va vraiment bien prendre le temps avec lui pour essayer de combler son retard. Après avoir passé 6 mois chez leurs grands-parents, le frère de David retourne chez son père. Pardon? Quant à David et sa maman, ils s'installent dans un appartement social de 2 chambres qu'à l'époque, ils payaient 7$ par mois. L'année suivante, David continue sa scolarité, sauf que sa nouvelle professeure ne ressemble en rien à Sir Catherine. Après quelques semaines, la prof convoque la mère de David et lui dit écoutez, David a vraiment du mal à s'exprimer, donc sa place est dans un enseignement spécial. Et stupide. Non. Traumatisé. It's the same thing for us. Il souffre juste du syndrome de stress post-traumatique. Can we help this child? Là, l'école leur donne l'adresse d'un psychologue. David regarde autour de lui dans la salle d'attente. Il y a un gosse avec un casque sur la tête qui se tape en permanence la tête contre le mur. Et le gosse qui a l'air le plus normal dans toute l'assistance. David apprend qu'il a foutu le feu à sa baraque. David se dit quand même moi je ne suis pas fou, j'ai juste eu la pire enfance de la terre entière. Puis-je être traumatisé? Il ne va plus jamais retourner chez ce psy. Mais malheureusement, vu la condition sociale dans laquelle évolue David, il n'a pas beaucoup le choix. Ce petit cœur, qui a à peine 9 ans, je le rappelle quand même, va trouver un subterfuge pour cacher son problème d'apprentissage, pour ne plus que sa maman angoisse et pour ne plus avoir honte à l'école. David va commencer à tricher, tout le temps, pour tout. La capitale du Japon? 8 x 32? T'étais où hier soir? Mais comment?
Ses notes vont donc remonter, et l'école finira par ne plus appeler sa mère pour se plaindre de son niveau. Ah bah on est fort pour détecter qu'un enfant est soi-disant spécial, mais quand il écrit tout son cours sur sa main, y a plus personne. Le système éducatif américain des années 80, mesdames, messieurs. C'est pas super différent aujourd'hui d'ailleurs. In God, we trust. Et c'est lequel? Non, parce que si c'est celui avec les cornes et la fourchasse, c'est pas le bon, hein. Je me permets. David a grandi, il a 13-14 ans, et sa mère a enfin rencontré quelqu'un de bien. Il s'appelle Will, et ils ont même pour plan d'aller vivre chez lui à Indianapolis. Enfin, un peu de répit pour cette famille. Quelques semaines plus tard, Will est tué de 5 balles dans la poitrine. Allez, si il y a quelqu'un in heaven, il s'est endormi le jour de la création de ce dossier ou... Voilà, toutes les merdes sont dispatchées sur toute la ville. Ah bah non, my lord in heaven, vous ne maîtrisez pas du tout Excel, c'est la cata. Quoi? Vous venez de fusionner les cellules, tout est condensé sur une famille. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Là c'est un peu léger pour couvrir votre merdier. Alors, où on en est? Après avoir été voir la scène de crime de leurs propres yeux, bah écoutez, why not? Ils travaillaient 14 heures par jour à 6 ans, pourquoi ne pas voir une scène de crime à 14? On n'en est plus là, visiblement. Là, David et sa mère se disent « Bon, bah, tant qu'on est là, restons à Indianapolis. » Sauf que David tombe dans une école où il commence à filer du mauvais coton. « David, ça suffit, on retourne à Brésil. »« Yes !» Brésil dans l'Indiana, hein. Oh. Est-ce que vous pensez que parfois il y a pu avoir confusion et le mec pensait en fait s'envoler pour Rio ou... Non. Bah non. Aucune forme d'espoir dans cette famille, tu m'étonnes. Ils redébarquent donc à Brésil, où ils sont quasiment la seule famille noire de la ville, et là David avait ramené de son autre école à Indianapolis un style un peu hip-hop. Autant vous dire que les 3 pecnos de Brésil, ça les a fait vriller. Ils n'arrêtaient pas de l'insulter de nègre. On l'écrivait sur son casier, on le taguait sur sa voiture. David se dit alors, ils ne pourront pas m'insulter s'ils ne me voient pas. Il devient donc invisible. Il rase les murs. En classe, il se met toujours au fond et il dit pas un mot. Mais les insultes continuent. David parle souvent de ce moment de solitude qu'il a ressenti à ce moment-là. Un racisme, mais d'une violence. On est à la fin des années 80. Dites-vous que dans cette ville, en 1995, le Ku Klux Klan était dans la parade le jour de l'indépendance. Maman, c'est qui les monsieur avec les capuches? Allez petit. In God, we trust. David rentre maintenant en terminale. C'est un adolescent qui n'a aucune confiance en lui, qui est bourré de stress et d'anxiété, à qui la vie n'a fait aucun cadeau. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Mais il a pourtant un objectif, c'est de rentrer dans l'Air Force. Sauf que pour y rentrer, il faut passer des tests. Et David, lui, il a passé sa vie à tricher. Sans grande surprise, il rate son premier test. Mais ce soir-là, quelque chose change. Il se regarde dans la glace et il se parle franchement. Il se dit qu'il peut plus continuer comme ça. Ce soir-là, il mettra également au point une technique qui s'appelle le miroir de la responsabilité. En anglais, the accountability mirror. Oui, tout est plus stylé en anglais. Not my fault, man. Not my fault. Tous les soirs, il se rase la barbe et il se rase la tête. Et il note sur des post-it tous les objectifs qu'il doit réaliser ces prochains jours. Et il les colle. Et chaque jour, il est responsable des objectifs qu'il s'est mis. Il va aller chercher au fond de lui une force que peu de gens dans son cas auraient été capables d'aller chercher. Et durant son année de terminale, il va bosser comme un dingue pour rattraper son retard. Et c'est vraiment pas facile parce qu'il n'a jamais entraîné son cerveau à retenir des informations. Mais avec la répétition et les milliers de fiches qui s'est écrites, il est arrivé à son objectif. Il a réussi au 3e essai le test pour rentrer dans l'Air Force. C'était important pour moi, pour la suite, de dresser le portrait de l'enfance et de l'adolescence de David. Parce que quand on va s'emballer sur la liste de tout ce qu'il a accompli, on va avoir tendance à se dire « Oui, mais il est surhumain, it's Goggins, il est pas câblé comme nous !» Or, non, pas du tout. Il est même né avec énormément de désavantages. Et personne ne lui a tendu la main. Au lieu de se dire « Il est surhumain », on devrait se dire « Si Goggins a su entraîner son mental après tout ce qu'il a vécu, motherfucker, I can do it too !» Oui, sachez qu'aujourd'hui, c'est le mot que Goggins utilise le plus souvent, je crois. I'm back, motherfucker! Ain't no grade that can hold us down, motherfucker! Goggins rentre dans l'Air Force avec pour but d'intégrer la section très prestigieuse des Pararescue Medics, qui sont parmi les meilleurs médecins de la planète. Il a 19 ans quand il rentre dans l'armée, il fait d'abord d'autres petits boulots, et puis quand il rentre dans le programme, il se rend compte qu'il y a une partie du training qui s'appelle Water Confidence, un programme de 10 semaines où ils te mettent en situation très inconfortable sous l'eau. Oui, parce que voilà, entre autres, à terme, il faudrait être capable de sauter d'un hélico avec ton matos en pleine mer. Quand je dis inconfortable, je veux dire extrême. En réalité, on va vous pousser dans l'eau, main attachée dans le dos, lesté, and well, survive, hein? Et vous sauvez quelqu'un dans la foulée aussi, hein? Vous lui mettez une perf et ici un plâtre. Un plâtre in the middle of the Pacific Ocean? Sauf que David n'est pas un bon nageur et il se rend compte qu'il a horreur d'être sous l'eau. Ça le fait paniquer. Ah! Ça va être long ces 10 semaines, hein? Il a des insomnies, il stresse tous les jours. Il est dernier de sa classe, ce qui fait remonter les traumas de son enfance aussi. Il fait 6 semaines du programme, puis là on l'écarte
pour raison médicale, pour finalement lui dire, écoute, bon, toi qui prendras la décision, tu restes ou tu pars. Et là, il a trop peur, il abandonne. Là, ça fait 4 ans qu'il est dans l'armée. Quand il est rentré, il pesait 80 kilos. Au moment où il se fait renvoyer, il en pèse 140. Il prend alors un boulot comme éradiqueur de cafards, un boulot qui le paye seulement 1000 $ par mois. Il noie sa peine dans la bouffe, il en peut plus, il est au bout du rouleau. Un soir, en rentrant du boulot, il va vivre le tournant de sa vie. Il prend sa douche et il entend à la télévision Navy SEALs, toughest men on Earth, the toughest program on Earth. Il coupe la douche et il va écouter. Ce documentaire suit ce qu'on appelle les BUDS, pour Basic Underwater Demolition Seals, pendant la Hell Week. Ah, rien que le nom, ça sent la purge, je vous en parle dans 2 secondes. Ce sont des SEALs, des Navy SEALs, l'élite de l'armée américaine. C'est le programme le plus exigeant de la Terre. David continue à regarder ce documentaire. On voit ces mecs en manque de sommeil, blessés, en bout de vie, et il arrive à la conclusion qu'il est jaloux de ces mecs. Il est jaloux parce qu'il se dit que les Navy SEALs incarnent tout ce qu'il n'est pas. La fierté, la dignité, l'excellence. Et ce soir-là, il va se regarder dans le miroir. Oui, encore. Et il va se dire, j'ai plus de post-it, merde. Allez, restez concentrés, ce mec est un héros. J'ai 23 ans, et finalement, je suis devenue tout ce que ces crétins à l'école me disaient que j'allais devenir. J'ai pas de diplôme, j'ai pas de discipline, j'ai pas de futur. Il se fait alors la promesse de devenir ce qui lui fait le plus peur sur cette terre. C'est-à-dire un Navy SEALs. Sauf qu'au début, on ne veut même pas lui faire passer les tests. On lui dit, monsieur, le programme commence dans 3 mois, et vu votre taille, vous avez 50 kilos en trop. Mais il insiste encore et encore, et il les convainc. Pendant 2 semaines, il va étudier nuit et jour pour passer ce test. Il va réussir à rentrer dans la Navy, et malheureusement, il n'a pas scoré assez de points pour rentrer dans les Navy SEALs. N'oubliez pas, section d'élite, résultat d'élite. Alors, il va devoir repasser ce test d'entrée dans 5 semaines, et, accessoirement, perdre 50 kilos en moins de 3 mois. Impossible n'est pas Goggins, les gars. Le mec se concocte un programme tout droit sorti des enfers. Ne faites pas ça chez vous! Non mais, si je pouvais éviter dans les commentaires, mon fils ou ma fille se rase tous les jours la tête, colle des post-it partout où il passe, et essaye de perdre 10 kilos en moins de 24 heures. On peut m'expliquer? S'il vous plaît, prenez du recul. Le programme de Goggins. Réveil à 4h du mat, il mangeait une banane et il étudiait jusqu'à 5h du mat. Puis, vélo pendant 2 heures, il relisait en même temps. Ensuite, il allait à la piscine, il nageait pendant 2 heures. C'est fini? Non, direction la salle, où il faisait une sorte de circuit avec des abdos, des push-ups. Puis, il retournait 2 heures sur son vélo. Le soir, son seul repas de la journée, où il mangeait du poulet avec des légumes. Et puis, il retournait 2 heures sur son vélo. Oui, son programme journalier, c'est ton programme pour tout 2022. C'est brutal. Brutal, comme on dit à Brésil. Enfin, le pays, pas dans l'Indiana. Enfin bref. 3 mois plus tard, après plusieurs fractures de stress, des insomnies et je vous passe le reste, Goggins réussit son test pour rentrer dans les SEALs et il a le poids réglementaire pour rentrer dans le programme. Qui va commencer par la fameuse Hell Week. Oui, parce que ça fait 3 mois qu'il s'entraîne, mais le pire est encore devant lui. Bon, The Hell Week. Comment décrire? 130 heures. Donc 5 jours et demi, où le but des instructeurs est de te massacrer. Whenever you get it off your head, we'll start the time! Get their asses kicked. They always do. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors tu as des immersions dans de l'eau glacée, tas d'exercices de l'extrême, tout est designé pour te faire craquer. Seulement 25% des mecs réussissent le programme. What's 6 times 6? 6 times 6, 36. Stuck a cracked stone. Are you warming up? Et si tu veux abandonner, eh bien tu vas sonner la cloche. Non, fais pas ça! Les Américains ont quand même le sens du spectacle dans toutes les circonstances. Ils peuvent pas juste dire j'arrête. Non, pour vous dire, on dit que si vous arrivez à réussir une Hell Week, vous perdez 5 ans de votre vie. Goggins est le seul mec dans toute l'histoire des Navy SEALs à avoir fait 3 Hell Week dans la même année. Il l'a bouffé la cloche lui. Bah, si je suis bien la logique, pourquoi 3? Alors je sais que fondamentalement nous on se dit déjà pourquoi une? Bah, non merci. Alors le mec est arrivé à sa première Hell Week, ça faisait déjà 3 mois qu'il s'entraînait comme un malade. Résultat, on le disqualifie parce qu'il se chope une double pneumonie et des fractures de stress. Alors là, il recommence depuis le début. Il se pète la rotule. On l'écarte encore. Là, il j'ai perdu le compte, recommence. Mais là, on lui dit Goggins, si tu te reblesses, t'auras pas de 4e chance. Malgré la douleur et la peur de recommencer cet enfer sur Terre pour une 3e fois, Goggins se rappelle avoir eu ces mots qui résonnaient en lui. Plus jamais, je n'abandonnerai dans ma vie. Alors écoutez bien ce qu'il a fait, parce que oui, son genou, sa jambe, tout était fracturé. Il a pris du tape, il a commencé à bander ses mollets, sa cheville et son pied pour que tout soit bien bloqué, qu'il n'y ait plus de flexion. Et il a repris l'entraînement comme ça. Alors, je cite, « Les premières 45 minutes ont été la douleur la plus intense que j'ai connue de ma vie, mais après, ma jambe s'est un peu endormie donc je ne sentais plus rien. Yes!
tu sentais plus rien. Because you were in heaven. Je pense qu'en fait, on peut pas imaginer la ténacité et la force de caractère qu'il faut pour entreprendre ce truc-là. Dans cette dernière Hell Week, il y a un mec de son groupe qui est mort. Je vous avais bien dit que quelqu'un finirait in heaven. La troisième fois, c'est la bonne. Goggins a réussi sa Hell Week, mais surtout, il va réussir le reste du training pour devenir Navy Seals. En vous rappelant que le mec était quand même blessé de tous les côtés. David Goggins est le seul membre de l'armée à avoir réussi l'entraînement des Navy Seals, des Army Rangers et des Air Force Tactical Air Controller. Oui, il y a que lui, dans toute l'histoire de l'armée, qui a réussi à faire ça. Ah, ben ça veut commander des post-it maintenant. David va faire une carrière brillante dans les forces spéciales, mais il va pas s'arrêter là. C'est pas fini? It's Goggins, habituez-vous. Il va également s'attaquer à d'autres défis extrêmes. David va ensuite se lancer en 2005, donc il a 30 ans, dans le monde des ultra-trails. Donc de la course, mais sur des très longues distances. Sa première course, il a d'ailleurs terminé à l'arrivée avec plus ou moins 3 orteils en moins, et il a dû remettre son fameux T. Alors je précise quand même, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du monde de l'ultra-trail, on parle de distance de course de 100 miles, 200 miles parfois. C'est quand même un sacré jogging. En 2021, David avait réalisé plus de 60 courses d'endurance, et il gagne, Enfin je veux dire, ou il gagne ou il est dans le top 5. Et alors en 2020, à 45 ans, il a été deuxième du Moab 240, course mythique de 386 km en plein désert de l'Utah, en 62 heures et 21 minutes. À ce niveau-là, ce ne sont plus des performances, ce sont des miracles, voilà. Bah, il a marché sur l'eau, et il a couru 386 km non-stop en plein désert. Bon, il fait de l'ombre à Jesus! Alors Goggins ne s'arrête pas là, évidemment. Il obtient, après sa 5e tentative, le record du monde du nombre de pull-ups en 24 heures. Il en a réalisé 4030. Est-ce qu'on peut voir l'état de ses mains? Il y a une dernière règle que met en avant David Goggins. Ça fait beaucoup là quand même. La règle des 40%. Pour lui, quand on pense être à la limite de ce qu'on peut réaliser, on est en réalité à seulement 40% de nos capacités. À nous de travailler notre résistance à la douleur et être dans le lâcher-prise pour pouvoir augmenter ce pourcentage. Imaginez-vous qu'en 1999, quand il pesait 140 kg, il n'arrivait pas à courir plus de 500 mètres. En 2007, il a couru 329 km en 39 heures non-stop. Il veut mettre en avant qu'on ne se rend souvent pas compte de la marge de progression qu'on a devant nous. Je précise aussi au passage qu'on lui a détecté une malformation cardiaque très tardivement, un trou dans le cœur, pour faire court. Il a d'ailleurs dû être opéré 2 fois. D'ailleurs, si ça avait été détecté avant, il n'aurait jamais pu passer les tests des Navy Seals, on l'aurait tout simplement refusé. C'est un mec qui a travaillé son mental, encore et encore, jour après jour, post-it après post-it. Alors, si vous avez l'occasion de regarder une interview de David, la première chose que vous allez ressentir, c'est son extrême rigidité. Il est vraiment investi, il est en mode focus. Bon, il est extrême, on va pas se mentir. C'est la version ultime du no pain, no gain. Mais ce qui, moi, me fascine, c'est qu'il a aussi cette honnêteté, cette fragilité qu'il ose exposer. Il vous parle de ses failles, il vous parle de ses échecs, il partage tout. Et puis il va paraître hyper confiant, et à la moitié de l'interview ou du podcast, il va dire non mais moi je galère à être ici, je suis un introverti, je me fais violence pour être là. Malgré son mental d'acier, malgré toutes ses épreuves, il doit encore aller au charbon tous les jours. Parce qu'accomplir ce qu'il fait, ça ne se fait pas dans le confort. D'ailleurs il le dit, il s'impose de ne pas vivre dans le confort, il possède pas trop de choses matérielles, et même si je m'accorde à dire qu'il est dans une forme d'exagération, parfois tu te dis quand même why do you do this? Don't push Goggins! Mais je m'accorde aussi à dire que ces personnes, elles nous transmettent un enseignement crucial. Ils montrent à quel point on peut décider de notre vie, à quel point nos pensées limitantes peuvent façonner une vie qui n'est pas le reflet de notre potentiel. Nos sociétés occidentales nous mettent dans ce confort, et peu de gens arrivent à en sortir pour vivre d'autres choses, des choses nouvelles, des choses qui vont nourrir notre vrai nous. Donc, sans tomber dans l'excès, si cette vidéo peut, à un moment donné de votre vie, pendant votre jogging, un meeting, un moment de réflexion dans votre vie, peu importe, si vous pouvez avoir cette réflexion, what would Goggins do? Probablement que ça impliquera un post-it, mais... Et que ça vous pousse à vous dépasser, là, l'objectif de cette vidéo sera atteint. Un grand merci d'avoir suivi cette histoire incroyable. N'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire si ce format vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit. À très vite. Ciao.